On va commencer ce matin avec deux intervenants. Le premier est avec nous, c'est inspecteur Eben Sensuel. Il est responsable de l'unité de lutte contre les crimes sexuels, ULCS. Il sera notre première intervention pour la journée. Le sous-thème, c'est la réponse policière au cas de violence de genre. La violence faite aux gens viole leur dignité, leur sécurité et leurs droits fondamentaux. Une entité du Bureau des affaires criminelles BAC de la DCPJ a déjà enregistré 2 plaintes relatives au cas de viol perpétré sur les garçons tout au cours de cette année. Les policiers sont aux avant-postes du système de justice pénale. On leur demande souvent d'intervenir lorsqu'un acte de violence se commet ou peu après. Ils sont confrontés à des victimes, à des auteurs, à des témoins et à diverses formes de preuves. Leur attitude et leur réaction face aux parties concernées peuvent avoir d'importantes conséquences sur la suite des événements, y compris la prévention des futurs actes de violence et la protection des victimes. Toutefois, l'unité de lutte contre les crimes sexuels, comme je l'ai dit tantôt, une entité du Bureau des affaires criminelles BAC de la DCPJ, ce décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant la matière des discriminations contre les femmes. L'ULCS se donne pour mission d'apporter une réponse dans les cas de violences sexuelles telles, c'est-à-dire agression sexuelle, viol, prise en charge de la victime, collecte de l'information, scène de crime, préparer un plan de procédure ou un plan d'enquête. En énumérant ces plusieurs points, nous pouvons dire, par exemple, pour la prise de la plainte, la dénonciation ou prise en charge de la victime, le climat de confiance doit être établi dès le premier contact avec le policier, afin que la victime se sente confortable de raconter son agression. S'assurer que la victime reçoive les soins nécessaires, c'est la réponse policière, plus spécialement l'ULCS, une entité de subdivision de la direction centrale de la police judiciaire. Il ne s'assure pas uniquement de la prise en charge de la plainte de la victime, mais la victime, les victimes, lorsqu'ils arrivent à la DCPJ, tenant compte des faits qui se sont déroulés, tenant compte d'une bonne interrogation, afin que le parquet et les autorités compétentes puissent trouver un dossier monté et bien monté. Inspecteur, merci pour l'intervention. Et moi, suivre avec un pile intérêt comment vous décrit façon ULCS prend en charge victime de cas d'abus sexuels. Mais maintenant, inspecteur, une victime présentée dans le bureau et dans le BAC, précisément dans l'ULCS, côté que lui déjà fait des manches, lui-même parquet, et que lui présenté devant nous avec un mandat. Comment ULCS lui prend en charge victime ça? C'est ça que moi je connais dans DCPJ. Le gagner un mandat que la justice, spécialement les juges d'instruction décernés, à ma connaissance,
il passé dans le cabinet de CPJ. C'est travail juge d'instruction pour avoir après appréciation dossier. C'est d'avoir émettre des mandats d'amener pour exécuter, mais nous pouvons recevoir. C'est concernant l'unité de lutte contre les crimes sexuels. Là. Sincèrement, pour me bien dire, c'est aujourd'hui que m'apprendre que il y a une unité de lutte contre les crimes sexuels dans des CPJ. Est-ce que c'est seulement dans des CPJ que l'unité est présente ou bien dans chaque commissariat? Est-ce que dans ces CPJ directement obligé de descendre les gagnants cas ou bien dans chaque commissariat et puis commissariat fait suite nécessaire? Nous encourager à aller, ou du moins nous-mêmes nous accompagner, nous aller avec lui. Parfois, il y a plein de gens qui viennent déposer. Ils sont déplacés avec victime, non, et à l'endroit différent, non, le pas connaît. Et le plus souvent, genre d'infraction, ça y commettre le soir. Moun sa victime, non, il n'est pas capable d'orienter nous dans une zone côté où fait viol sous lui. Malheureusement, nous regrettons, nous pas qu'à avancer à genre de Kassayo. Parce qu'en cas de viol, la police n'est pas là pour faire médiation là-dedans. Non. Et même dans un cas de désistement, la loi trace comment pour désistement fait et ça peut aller à la discrétion, à la compétence du commissaire du gouvernement. C'est lui-même qui a classé sans suite ou bien il a fait suivi avec lui. Parfois, il y a une peur, il y a une menace qui plane sous tête. Parfois, tout le monde peur tout pour problème de discrétion. ULCS, vous équipe presque chaque jour dans le commissariat. Même Jean BRJ fait là. Nous faisons le même genre tout pour nous essayer de ne pas joindre des cas de viol ou de violence sexuelle. Immédiatement, nous joignons, nous saisissons de eux. Nous avons des dossiers qui sont dans la catégorie des crimes sexuels. Mais assez souvent, les gens ont un mandat pour nous faire suivi, pour procéder à l'arrestation et accuser ou bien présumer agresseur là. C'est souvent nous jouons dans handicap là beaucoup de policiers. Et les pas venir beaucoup de policiers, il y a un mandat qui demande nous pour nous faire inscrit mention DCPJ sous mandat. Et très récemment, le DCPJ dit désormais il n'y a pas besoin de ce type de mandat pour dans le cadre de crimes sexuels parce que c'est le commissariat qui a supposé faire suivi pour exécution mandat. Nous sommes bien contents que vous appreniez que il y a des agents dans ces cellules unité contre lutte contre crimes sexuels là qui dans le commissariat. Je pense que c'est étape de bon ton que de concert ensemble avec mandat qui est mis contre présumé et agresseur que soit des CPJ ou ULCS faire des suivis conjoints avec le commissariat pour permettre que le type de mandat arrive à exécuter. Et si vous avez une explication ou une réponse qui est plus claire pour nous-mêmes, avocats, et avocats stagiaires et commissaires qui assez souvent qu'on n'a pas attendu que le mandat exécuté pour poursuite continuer faire, c'est qui ça il t'a donné? Qui méthode d'approche vous pensez qui t'a dû faire entre institutions qu'il a appelé pour poursuivre Mounsayo? ULCS sont entités dans des CPJ, des dit tout à l'heure, et va répéter la même fois, pas de problème pour ça. Nous faisons partie d'une institution hiérarchisée. Tout acte judiciaire qui sortit dehors, leur venir dans des CPJ, il passe d'abord dans le cabinet des CPJ. Leur sorti dans le cabinet des CPJ, je vais essayer de retracer parcours là avec nous. S'il y a un rapport avec le bureau des affaires criminelles, il y a acheminé auprès
du responsable du bureau des affaires criminelles BAC. De là étant, le responsable prend connaissance de mandat ou bien acte judiciaire là, lui-même la voyez dans le service qui concerne. Mais nous-mêmes, nous pas habilités à recevoir directement un mandat. Nous pas habilités. Ils conforment, ils fait, et nous tentons de faire parcours ça pour nous capables de recevoir un mandat. C'est bien dommage, dans ULCS, nous beaucoup recevoir agent de mandat ça. Inspecteur, laissez victime dans lui-même qui porte mandat. Divine DCPJ. C'est sûr, il par contre dans qui bureau pour l'aller dans DCPJ. Mais est-ce que pas gagner un employé qui pour canaliser victime ça dès que elle présente avec documents pour dire mais dans tel bureau pour l'aller en dans DCPJ pour prendre en charge? Bien sûr. Leur intéressé à arriver dans des CPJ, ils ont une salle de réception côté des policiers en uniforme. C'est lui-même qui fait le premier contact avec intéressé. C'est là qu'il explique le motif présent sur les demandes, lui-même les canaliser dans le service concerné. De rencontre un cas du côté des orangers. L'offre qui était titanien ou monter aux orangers. Moi, j'ai fait victime passer par cabinet de CPJ. Moi-même, j'ai aidé à aller. Et moi-même, c'est un nom, c'est parquet de la Croix des Bouquets. Et si je me rappelle bien, c'est le commissaire du gouvernement d'alors, M. Maxime Augustin, qui est décédé mandat ça. Le mandat est fini faire parcours, est fini faire deviner jeune moi, de faire partie d'une équipe dans la tête, une équipe ULCS et de bruit d'aller exécuter mandat du côté des oranges. Moi j'étais dans la tête équipe ça. Pour ainsi dire que c'est pas exécuter, non pas exécuter non. Mais il conforme. Et moi j'ai un pile avocat là comme ça. Même lorsque il y a le client qui est en garde à vue de CPJ, il y a toujours demandé pour passer dans le cabinet de CPJ. Dans une institution hiérarchisée, on est obligé de respecter les principes. Est-ce qu'au niveau CSPJ, il y a une unité pluridisciplinaire qui permet que les gens qui sont victimes d'un crime sexuel, notamment de viol, il y a plusieurs corps de professionnels qui sont impliqués dans l'enquête là? Moi, je vais parler des psychologues, moi, je vais parler des travailleurs sociaux, moi, je vais parler des médecins légistes, moi, je vais parler des policiers aussi. Est-ce qu'on travaille comme ça fait, ou bien c'est seulement les agents de la police, les éléments de la police qui interviennent dans le cadre d'enquête policière uniquement? Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que un agent de police, ou bien un officier de parquet, ou bien un juge de paix capable d'arrêter le monde. C'est seulement les gens flagrants délit. Or, dans la plupart des cas, puis faut nous arrêter en dehors des cas de flagrant délit. Et moi je voulais ouais ça avec vous, ou même dans l'unité de lutte contre le crime sexuel là, qui j'en ouais ça, là on monde victime de violences sexuelles, ils viennent dénoncer ça dans des CPJ. Nous avons une enquête que nous mettons en branle, mais c'est à quel moment nous intervenir pour nous priver de liberté. Et si ça arrive, et c'est sous qui base nous arrêtons maintenant. Lorsque nous recevons plainte ou une dénonciation dans des CPJ, si victime n'a pas fait suivi médical, immédiatement nous finissons saisi. Nous informer chef direct nous d'abord, tout de suite, nous informer lui. Ensuite, nous informer le commissaire du gouvernement, ça dépend de quelle juridiction ça passe. Premièrement, nous informer téléphoniquement, nous aviser, mais telle plainte nous recevoir. Ensuite, nous adresser une correspondance, un rapport d'information, nous adresser avec lui. Mais il ne faut pas oublier nous dans pays côté que moyens sont vraiment limités.
technologie n'est pas vraiment à 100% à notre portée. Le plus souvent, commissaire du gouvernement, là nous le temps imparti par la loi, qui m'a dit qu'après 48 heures de temps, pas un flagrant délit encore, nous toujours sollicité une délégation de pouvoir. Sinon, nous adressons ce rapport-là directement à commissaire gouvernement. Immédiatement, quand on est arrivé dans le mail, la fait suivi, la voyé dans le cabinet d'instruction, et nous attendons une commission rogatoire pour que nous-mêmes nous capables d'avancer avec le dossier. Mais ça n'a pas empêché que nous-mêmes nous recueillir des informations sur présumé agresseur ou agresseur. Il est important pour nous-mêmes, en tant qu'organisation droits monde, qui a accompagné des victimes de violences de toutes sortes, et pour nous partager de bonnes pratiques. Et il se trouve que très souvent, des acteurs de la chaîne pénale, ils détachent de bonnes pratiques là pour utiliser ça la routine qui n'a rien à voir avec le droit. Par exemple, on parle de délégation de pouvoir, le code d'instruction criminelle haïtien, il dit dans quel cas commissaire gouvernement capable de délégation de pouvoir. Et là, la délégation de pouvoir, il faut qu'il y ait une période de flagrant délit. Or, le plus souvent, ce n'est pas le cas. Donc, infraction faite, ça fait déjà plusieurs semaines. DCPJ commence à enquêter ou bien pas commencer, il y a une délégation de pouvoir. Et, en général, délégation de pouvoir, ça, il servi un prétexte à DCPJ pour priver les gens de liberté, alors que DCPJ n'est pas juge d'instruction, il n'est pas encore dans le délai de flagrance, il a arrêté les gens quand même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'agents de police, est-ce que nous sommes obligés de servir d'une délégation de pouvoir qui est très souvent mal, dans de très mauvaises conditions, par le paquet, et puis pour nous arrêter les gens? En Haïti, nous avons une mauvaise façon d'apprécier la mise en mouvement de l'action publique. Parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas arrêté qu'il veut dire qu'il ne faut pas poursuivre. Mais très souvent, donc, pour poursuivre les gens, pour montrer qu'il a fait poursuivre, il faut arrêter quand même. Pour permettre que les gens arrêtent les gens, pour avocat par de vieux prétextes pour le faire habeas corpus, pour permettre les gens de libérer et laisser la victime dans les-mêmes, les retrouver que les dans une situation et est capable de dire, il quand même pas imaginer quelle victime des fois. Non seulement une victime d'infraction sexuelle, mais arrêter les gens, le fait que l'agent de police a arrêté le mal, ou bien juge de paix, ou bien commissaire gouvernement, mais très rapidement, ils vont nos techniciens, ils font un habeas corpus pour nous libérer. Et puis, le dossier, le plus souvent, tout craser là. Il y a un travail de sensibilisation, de rappel à l'information qui fait auprès des victimes. Ils arrivent dans des CPI. Ils ne peuvent pas penser que c'est le fait que les victimes, automatiquement, premier réflexe, agent de police, c'est arrêter les gens. Parce qu'il y a une enquête préliminaire, il y a une enquête de flagrant délit. On est capable de toujours faire une enquête ou réaliser tout élément d'information préliminaire, ou même réunir des éléments de preuve. Et quand il n'y a pas flagrant délit, l'agent de police est un agent de réception et de transmission. Il n'y a pas rien pour l'arrêter, on a seulement fait tout ça pour le faire et puis le recevoir et puis le transmettre à paquet. Et même le paquet n'a pas la compétence et non plus d'arrêter la personne, de priver la personne de sa liberté s'il pas dans délai de flagrant délit. Et dans le cas de saisie légale, nous connaissons comment la police est capable de saisir par plainte, commission rogatoire. Ce n'est pas ignorer délégation de pouvoir, nous connaissons ça. Je ne connais pas à l'avenir, ça fait le jurisprudence, je ne connais pas. Comme son cas tellement tellement fréquent, tellement appliqué dans le pays noir, je ne connais pas. Mais nous toujours fait de notre mieux. Dans le délai imparti par la loi pour nage. Dans le cas contraire, nous faisons rapport, nous acheminons au parquet et nous avons une commission rogatoire. Nous ne pouvons pas demander un juge d'instruction pour une commission rogatoire. Si le juge est nécessaire pour le bailler, la bien compte à recevoir et pour l'agir. Si que le problème ça, nous avons posé plus en profondeur, au plus haut niveau, et nous avons voir comment nous avons une solution avec lui. Nous rendons compte que c'est des enquêtes qui, le plus souvent, pas bien et qui ne pas couvrir tout pan de technicité dans le cadre d'enquête pénale. C'est ça fait le plus souvent dans le tribunal, on regarde dans le viol, c'est seulement un certificat médical. Mais pour moi-même, en tant qu'avocat,
moi, penser que ça n'a pas suffi pour condamner les gens, dans la mesure où, le plus souvent, le certificat médical, c'est un rapport, et c'est en fait une reproduction fidèle d'une déclaration d'abondance qu'une victime fait. Il n'y a aucun travail technique, scientifique qui fait vrai, qui montre que qui rapport direct qui gagne entre victime et ça qui arrive. Non, entre victime et agresseur sexuel là. Alors que dans les pays avancés, ils font des prélèvements, ils font des ADN, ils font une équipe bagaille. Et comme DCPJ, c'est le bois technique de la justice en matière d'enquête, nous avons besoin de connaître est-ce que nous, même au niveau unité, est-ce que nous sommes suffisamment bien équipés qui permettent que les appels une enquête sur crime sexuel, nous viser et aborder tout aspect ça. Nous ne pouvons pas ignorer dans quelle société nous avons évolué, dans quel pays tout. Nous avons un exemple. Un cas de journaliste qui est passé du côté de Grand Ravine. Jusqu'à présent, il a fait étude d'ADN, ça a été joint, chapeau et autres. Je ne sais pas si je un résultat déjà, je vais réponse avec. Mais quand même, tout ça nous gagne en pouvoir, nous faisons. Manque de moyens, tout le monde connaît dans le pays. Nous avons des techniciens, mais nous n'avons pas de moyens de politique. En fait, étant que représentant de l'ULCS à cette formation, ce que j'aimerais savoir, est-ce que, selon vous, l'ULCS a des méthodes jugées assez fructueuses pour combattre les crimes sexuels? Deuxièmement, quelle stratégie, quelles mesures drastiques qui, selon vous, pourraient constituer le principal frein contre ce type de violence? Troisièmement, est-ce que l'ULCS n'a pas ou ne souhaite pas avoir un partenariat ou des partenariats avec des organisations de la société civile s'impliquant également dans la défense de cette cause? Merci. Nous avons reçu beaucoup de cas d'agression sexuelle ou de crimes sexuels. Nous avons fait de notre mieux avec nos maigres moyens d'aboutir à une enquête ou d'avancer à une enquête, avec une enquête. Cependant, nous sommes limités par des moyens techniques que nous n'avons pas, à l'image du pays. C'est sûr, si l'ULCS trouve un partenariat, un organisme qui voudrait le supporter, on dit un grand merci. Mais pour ce faire, il faut que cette organisation, cet organisme, passe d'abord par le DCPJ ou bien la DCPJ, avant même d'atterrir à l'ULCS. Merci. Merci, inspecteur, pour exposer. Dans le cadre du travail qu'on fait en tant qu'assistante légale dans le commissariat, moi, j'ai rencontré un cas côté de une violence conjugale. Les dames n'apparaissent dans le commissariat. Les policiers disent, je ne vais pas rentrer dans le bagage madame à Marie. Grand pile bagay nous pas connaître, mais moi là-dedans yo me connais yo. Bon exemple. On calme ce que je vois la semaine dernière. Gon dame qui dit qu'elle est malade. Il dit qu'elle est malade parce qu'elle n'a pas aucun certificat médical. Il est allé à Ongan. Il dit Ongan violé pendant plusieurs fois. Ça a gagné plus d'un an. Il dit Ongan violé. Récemment, ça a gagné environ une semaine. Il est présenté dans des CPJ. Il vient déposer plainte contre Ongan ça. Pour quelle raison? Parce que Ongan a proféré des menaces à l'égard de son mari. Façon cas pareil, avec toute sagesse utilisée, nous faisons référer Madame ça auprès du commissaire du gouvernement. Nous avons plusieurs cas pareils.
une demoiselle qui a 28 ans maintenant. Il vient déposer plainte dans le DCPJ, ça a environ 1 an. Franchement, son quand même pour entrer là-dedans trop, pas cacher dire nous ça. L'a expliqué depuis l'âge de 14 ans, il y a un tonton Maril dans le là, qui a amusé, qui a violé et qui a fait avorter. Il fait plusieurs avortements pour tonton. Il n'a pas qu'à contrôler le nombre de fois tonton a violé. Il n'a pas qu'à énumérer le nombre de fois tout il a avorté pour tonton. Pour Marie, ma tante. À l'âge de 14 ans, demoiselle, ça a 28 ans. Pendant tout ce temps, tonton a violé ou pas jamais venu déposer un plainte dans DCPJ. C'est qu'on a 28 ans, 14 ans après, ou vient déposer une plainte. On cas pareil, en tant que juriste, en tant que juge qui est dans la salle ensemble avec nous, comment nous-mêmes sommes capables d'appréhender un tel dossier pareil? Excusez-moi si je retourne un bal ça non? Ça, c'est un cas complexe lié pour nous. Pendant 14 ans, si pendant 1, 2, 3 ans, on cas oui, son cas d'espèce. Cas ça, son cas vraiment ambigu pour nous, il est vraiment complexe pour nous. Nous obligés de prendre cas ça avec toute sagesse. Nous dit, demoiselle là, l'état mieux si cas ça, t'es allé, t'as déposé en plainte devant le commissaire gouvernement, lui-même, il t'a fait suivi. Les deux jeunes cas ça, le plus souvent, les nous venons remarquer ça. Nous toujours encourager les gens à aller contre le commissaire gouvernement à déposer en plainte dans le parquet. Merci. Là, nous considérons, nous, tout qui là, nous bâtiments petits, nous connaissons comment un pays a fonctionné, ça a passé. Nous connaissons, toujours, et avec zone, nous, avec des faibles moyens. Et nous connaissons, ce n'est pas totalement vrai. Question m'a posée. Mais qui ça qui empêche nous de gagner, moyens techniques, qui ça qui empêche nous de sortir dans faible moyen nous gagner, ou bien qui empêche nous de sortir sous tout temps à travailler avec zone, nous faibles moyens que nous gagnons, ça c'est un. Lorsque nous avons un cas de viol, il y a deux bagages qui viennent dans la tête. C'est ou bien nous allons parquet avec victime, ou bien nous allons faire plainte dans le cabinet d'instruction. Tout dépend de portée crime. Mais comme je dis à moi-même personnellement, je viens apprendre un voilà qui DCPJ qui occupe de l'histoire ça. Est-ce que si en tant qu'avocat, moi t'as constitué dans un dossier comme ça, est-ce que si mal parquet c'est bien, ou bien DCPJ, l'un d'eux qui est ou conseiller pour m'aller? Merci. Je vais essayer de répondre, je vais essayer de passer sur le premier volet. Il y a des problèmes qui posent des problèmes techniques. Moi-même, personnellement, je ne suis pas en mesure pour me répondre. Et ça t'a demandé une rencontre au plus haut niveau de l'État, CSPJ, gouvernement, pour être capable de faire une sorte de synergie pour mettre moyens à la disposition de la justice et la police. Seigneur, nous perdons. Et seigneur, indicieux, ils constituent des éléments majeurs dans une enquête et même dans le procès. Parfois, nous conjoignons, par exemple, poils, cheveux, mais là, nous prenons, par exemple, avec BPS, c'est police scientifique, ou bien aller avec grand pincette, nous prenons. Nombre de temps au fater,
indice ça yo abîmé. Nous pas qu'à joindre rien là-dedans encore. Nous recevons pile cas de viol. Côté violé mesdames yo violé par voie anale et par voie vaginale. On côté plusieurs cas pareils. Excusez-moi cher maître. Mon cas m'a filé comme ça si m'arrêter même si me violer ou agression m'a pas arrêté. Conscience pas permettre moi de garder le comme ça dans la société. Pas arrêter quand même. Excusez-moi si me parler comme ça. Et je pense que l'homme qui subit un viol, il n'est pas seulement subir dans le col, il touche l'âme, il touche la dignité. Donc tout ça, c'est des poids, c'est des charges qui sont capables de faire monde ça pas à l'aise pour aller parler de ça pour porter plainte. Il y a un caractère fréquent ces derniers temps. Nous-mêmes comme père et mère de famille qui là. Nous rencontrons plusieurs cas dans des CPJ. Étudiantes là, ou bien élèves là sautent l'école. Elles arrivent côté là, dans une camionnette, elles regardent des individus armés. Prennent de force, entrent vers l'un côté à le violer. Si mon a sorti en ville, la descend machine dans Carrefour Marin, par exemple, que parents alternent Carrefour Marin, ils tout faire reste route là avec l'accompagner. Parce que là, si mon n'a pas qu'à jeune machine dans leur ça yo, il est exposé pour contre lui, dans fait noir encore. Et fait noir c'est un facteur d'insécurité gagné dans le pays. Oui. En termes de sécurité publique, c'est un facteur, fait noir, obscurité, c'est un facteur qui cause en pile mon victime. Grand pile prévention, nous faisons dans ce sens ça, pour nous capables d'éviter tout, si moun yo al dans programme, si nous avons un programme bien tard, nous sensibilisons dans ce sens ça. Il y a d'autres sensibilisations encore nous faire pour eux. Salut commissaire, salut à vous tous. Je voulais faire une précision. Bon, moi, je fait une précision pour me dire nous tellement battent nous menti, nous refusons qu'on culture nous, parce que depuis petit monde m'a toujours entendu ça et je vais un exemple rapidement sur ça que l'on a surtout une fille, par contre si on fait garçon ça non parce que garçon probablement qu'à victime tout. Il y a une façon pour on manipuler filles et dominer. Faut le consul, ça veut dire li coutil. Est-ce que comme son un processus pour l'initier dossier là pour le travail pour lui, est-ce que gain consentement ou pas gain consentement? Parce que c'est des différents éléments pour nous prendre en compte le nous par rapport à un dossier comme ça. En pile fois nous fuir réalité non, mais il y a tout ça là dans le tout. Moi-même, moi, songe, j'aime étudiant en droit, parallèlement, je travaille, même je travaille dans le SIDA. Je travaille avec l'équipe projet, moi, j'étais là-dedans. Mais c'était pour nous, les préservatifs, pour un signe, ils fait des quoi, gilettes en série dans le fond. Ça veut dire, nous, un facteur de contamination direct, quand on passe gilettes sous figure, bon. Par contre, ça veut dire, mais c'est une pratique culturelle. Il y a une religion que masse populaire pratiquée. Je pense que tout ça nous a parlé d'ailleurs par rapport à une question qu'on a demandé soit fait pour qui ça avec moi, etc. Tout est une question de choix, de politique, de choix pour sensibiliser les gens, pour éduquer, pour travailler, pour bien-être, pour capable arriver à des résultats. Parce que tout fait social est donné au droit d'agir, parce que le fait doit être régulé. Mais nous-mêmes, nous chita n'a fait n'importe qui ça, sans rien, au petit bonheur la chance, vous comprenez? N'a bêtisé. Ça me besoin. Alors, juste avant la question, j'ai une préoccupation à partager. Je profite de présence commissaire Ebens. Ah, c'est commissaire, désolé. Inspecteur Ebens. Alors, non seulement comme inspecteur qui travaille dans des CPJ, mais quelque part comme représentant des CPJ. Alors, je profite de l'intervention le matin, je prends comme prétexte pour me partager préoccupation. Dans l'intervention tout à l'heure, ou avouer ou conscient que nous sommes très limités dans le cadre de travail d'enquête par rapport à moyens techniques, surtout qui gagnent la question crime sexuel.
Alors, DCPJ, certes, c'est une responsable structure qui est responsable enquête sur crime sexuel, mais DCPJ en soi pas travaille seulement sur enquête sur crime sexuel. C'est-à-dire, si il y a un problème pour jouer un moyen technique pour faire enquête ça avancer, il est presque valable pour l'autre structure qui est dans DCPJ. Alors, préoccupation qui s'allie, si nous sommes conscients de manque de moyens, ça, si je dis comme ça, pour qui ça DCPJ toujours prend le malin plaisir pour présenter présumé coupable dans la télévision comme monde qui t'a présumé et criminel comme crime sexuel. Alors, conscient de manque de moyens, ça, est-ce que c'est voulu de la part de DCPJ? Et m'a tout profiter pour son de fait à l'heure. Exemple, vous dit qu'on agresseur ou même on va arrêter quand même. On va dire DCPJ ou pas dire la loi. Ou dit au même on va arrêter quand même pour conscience en paix. Là, ça a poussé l'autre préoccupation. Les DCPJ a agi. Est-ce que c'est agent en tant que tel, comme enquêteur, qui dit qu'il faut l'aboutir à tel objectif d'aide à la loi, d'aide aux procédures, ou du moins c'est DCPJ en soi qui travaille. Moi-même, ça, c'est une préoccupation comme avocat. Parce que après, lorsqu'on présente les gens dans la télévision, l'arrivée parquet, les gens n'ont pas rien. Ah ouais, avec ça, reprocher là, après ça, ou tuer socialement, ou tuer l'installer comme monde. Moi-même, j'ai des clients qui sont victimes de cela. Alors, je profite de l'occasion. Est-ce que c'est une moyen, une stratégie de CPJ, ou du moins, je ne sais pas est-ce que ça fait en dehors de la loi, je ne sais pas une raison logique, ou soit valable, qui permet de présenter présumé dans la télévision sans aucune enquête. Inspecteur, en Haïti, le plus souvent, on se dit que moun yo prend temps pour yo porter plainte. Et moi-même, sincèrement, moi, je dis ça fait moun yo peur porter plainte, c'est parce que là, yo porter plainte là, yo vinn plus victime toujours. Dans quel sens? Yo molesté yo dans commissariat, policier en cap recevoir plainte là, li tellement psychologiquement, li crasé victime là. Par exemple, une jeune fille yo violée pendant l'absence de travail 6h 8h du soir, yo modèle pour un bagage yo modèle qui rate qui te sous. Yo tellement joué psychologiquement sur moun nan peut aller. Et puis deuxièmement, on dit que dans l'école yo nous aller nous bay parents nous dit ti moun yo en leur bagage. Donc si me bien comprendre c'est moi qui pour protéger tête moi avant tout et force de l'ordre qui là pour protéger dans la rue dans ta qui ça pour qui ça yo là yo même. Excusez, mais là, donc c'est comme si on demandait pour me battre tête moi justice. Admettons, moi victime de viol, m'aller dans le commissariat, rien pas fait. 2-3 mois, moi rencontré avec agresseur moyen, moi tué, excusez, me battre tête moi justice. Qu'on y a même policier ça qui pas prêt pour recevoir plainte moyen, la marème la mettre dans prison comme un criminel. Pendant ce temps, moi la loi pas l'état pas de bonne justice, moi décide de battre tête moi justice. Donc qu'on y a là qui ça yo pral dire mais excusez moi son avocat avant tout mais moi mettez dans place avant avocat me son humain tout admettons c'est moi qui ta victime là. Donc c'est ça nous demander pour chaque parent à chercher ti moun yo dans l'arrière machin manchette nous machin zam nous pour protéger petit tout. Modérateur. Dernière question et puis on va aller pouvoir répondre. Question. Merci inspecteur. Merci inspecteur pour l'intervention là. Question PAM c'est que d'après intervention ou saute fait gen ka nous prend, gen ka nous référer devant commissaire du gouvernement. Moi-même ça me t'a connaître sur qui ça nous baser pour nous référer dossier ça devant commissaire du gouvernement. Merci. À vous. Merci. À nos première question. Hein. Cher maître, en tant qu'humain, moi-même, je ne vais pas partager logique passer devant la presse. Moi-même, en tant qu'humain, personnellement, ça c'est mon avis, qui va engager la DCPJ. Moi, pas aimer pratique ça. Je pas aimer. Pour ta capable passer lui pour la population connaître, c'est lorsque monde ça fait passer par devant le tribunal, les condamner
Le ça, population qui connaît mais tel monde, mais tel cas, mais tel cas, mais tel cas. Et ce n'est pas seulement par email, il y a pile collègue tout qui par email. Mais d'estimer que quand ça, puisque il y a pile monde dans la société qui parle de bon ton, nous sommes capables de faire surtout, genre tout n'a plein rien, il y a un côté pour nous aller tout pour capable de suspendre la boîte de pratique ça. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, je me dis m'a pas arrêté moun ça quand même, c'est parce que je commençais sous trousse dans l'enquête préliminaire moi. À travailler sur lui sérieusement et chaque ça nous fait d'informer le commissaire gouvernement. Moi je pas le faire suivi des marches là encore, moi dans qui juge d'instruction lié m'a demander s'il vous plaît est-ce quelqu'un a une commission rogatoire c'est moun ça pas arrêter. C'est objectif femme ça. Seul que 25 ans la police samedi même si après deux même prend retraite ça me t'a mal la veille comme souvenir moi on est qui violon fille pas voix anal pas voix vaginale fort société a pas regarder l'enjeu comme ça ni côté malé yo en pile société ou pas ka joindre un policier pour un citoyen non le plus souvent nous par exemple en Haïti où je n'ai point fixe là non Carrefour déviant lui-même qui ouais point fixe là il va commettre action au bon côté moi j'ai un citoyen nous partageons même foi chrétienne. Semaine dernière, ils ont manqué kidnapper petite fille. Petite là sorti de l'école dans la faculté de la vini, il gagnait un Jeep Total en croiseur qui va la vini rapido deux nègres en descendre machine. Il est en vini puis accoster demoiselle là, puis on prend de force pour mettre dans la machine. Heureusement, il y a gagné deux policiers qui ont suivi le mouvement. Les policiers ont pu intervenir, monsieur qui a lagué demoiselle là, ils ont couru. Et c'est bien dommage, toute démarche me fait, comme quand j'ai une plaque d'immatriculation machine ça, il va pas capable. La police n'est pas capable de présent partout. Pour le capable de suivre chaque citoyen. Mais aux États-Unis, la police n'est pas partout. Ça fait qu'il y a un instrument à mettre, une caméra de surveillance. Mais nous-mêmes en Haïti, pas demander. Même l'autre de caméra, qui moyen électrique, il va l'alimenter. Panneau solaire parfois, machine passée, il écrase les poteaux. Yo vole les panneaux yo. Et si on te mette moi-même t'as soulagé. Mais moi ça n'ont pas gain yo. Et dans DCPJ nous avons obligation pour nous bailler résultat à la société. Merci. Demandons que ce qui nous basé pour nous référer dossier devant le commissaire du gouvernement parce que la presse dit qu'il y a un dossier, nous travaillons sur eux, il y a un dossier, nous référer. C'est sous qui base et puis tout plus précision. Sous qui base? On nous prend un exemple encore, nous avons parlé de lui en pile là. Exemple de madame qui était malade, qui était le cas Ungan. Par contre, c'est pour Ungan te traiter, c'est moyen, ça a été utilisé pour te traiter. Il a été obligé d'accepter pour violer, le coucher plusieurs fois. Mais pour quelle raison, un an après, est-ce qu'on peut parler de flagrance là encore? Un an après, c'est par la suite, on vient un problème avec Marie Damsa. Côté que on dit on a proféré des menaces, on dit qu'il a tué Marie. C'est ça qui pousse à venir déposer plainte dans le DCPJ. C'est parce que on dit on a proféré Marie des menaces. C'est par la suite, il vient dans le DCPJ et c'est là ça l'a rapporté que on a été couché pendant plusieurs fois. Tout éminent avocat là, si on a un cas pareil, moun sa mettre le dehors rapide. Jean de cas ça aller nous joindre, nous pas dire pas travailler sur yo,
Mais nous, j'ai nos couvertures légales. Là, nous gagnons plus de possibilités pour nous travailler sur eux. Si ça arrive dans le cabinet d'instruction, le commissaire gouvernement saisi de CASA, l'estimer que son cas a besoin pour poursuivre lui, parce qu'il a un pouvoir discrétionnaire, ça, il a classé sans suite, il est capable de tout, vous voyez dans le cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction, bon, nous, une commission rogatoire pour nous travailler sur lui. Là, ça, nous avons plus de possibilités pour nous travailler. Aspect légal, nous gagnons devant, nous gagnons en couverture, nous travaillons. Mais l'homme était connu après 1 an. Et ce n'est pas vraiment viol là qui pousse dame à venir déposer plainte. Mais elle connaît, s'il parle de viol, ça peut activer les policiers pour agir. Mais est-ce qu'il y a une flagrance? Est-ce que peut-on parler de flagrance ici? C'est quand ça le plus solide nous joignons, nous déférons mon nom, nous conseillons mon nom à déposer plainte dans le parquet ou bien dans le cabinet d'instruction. Au nom du BDH et au nom des participantes et des participants à cette session de formation, nous disons merci à l'inspecteur Ben Sensuel pour son intervention. Et ceci sous vos applaudissements. Avec le système des Nations Unies, résolution 1325, femmes, paix et sécurité, avocate et ancien membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Port-au-Prince, elle est une animatrice, conférencière et formatrice expérimentée. Elle intervient dans divers domaines tels renforcement institutionnel, l'état de droit, réforme du secteur de la justice, accès à la justice, genre, violence basée sur le genre, droits humains. Elle a travaillé également pour diverses institutions gouvernementales, ministère de la Justice, Radio Nationale, École de la Magistrature, OMRH, des ONG, Interaide, IFES, PADF, agences. Pour les agences, on peut dire UNICEF, NUD, et des missions des Nations Unies, MICIVI, MINUSCA, en République centrafricaine, et MINIJUST. Ce matin, Maître Betty Casti sera notre seconde intervenante et je vous souhaite déjà bonne participation avec Maître Casti. Et voilà. Alors moi, je suis qu'une facilitatrice pour vous aider à discuter, pour vous aider à questionner, pour vous aider à comprendre davantage les problèmes liés aux thématiques qu'on m'a conféré de traiter. Alors, je dois vous dire que c'est violences basées sur le genre, c'est le grand thème. Mais les aspects sur lesquels, de manière spécifique, nous allons nous attarder pour discuter, c'est prise en charge légale de la victime, rôle des acteurs de la chaîne pénale dans le traitement des dossiers. Et parce que les interventions à ces deux niveaux sont différentes et requièrent l'intervention d'acteurs différents aussi. C'est la raison pour laquelle, quand on m'a appelé pour traiter le sujet, j'ai pu discuter pour faire cette décantation de manière à aller plus directement vers les intervenants spécifiques. Alors, je préfère rester debout, ça me permet de me sentir plus à l'aise, plus proche aussi de vous et d'être plus dynamique aussi dans mon intervention. Alors, je dois vous dire, voici ce qui va être mon plan pour les deux interventions. Ça ne va pas dire qu'aujourd'hui, je vais traiter de tout ça. Étant donné que nous n'avions qu'une heure qui reste pour la fin de la session de ce matin, j'aurai peut-être à traiter des deux premières parties, avec l'introduction, le rappel de quelques notions, la prise en charge légale des violences. Alors, le rôle des acteurs de la chaîne pénale dans le traitement des dossiers de violences basées sur le genre. Alors, il y a le schéma classique que je vais présenter de manière à pouvoir cibler les acteurs.
Voilà, je sais que pour la plupart d'entre vous, et moi je ne vais rien vous apprendre, on va discuter tout simplement parce que vous êtes des avocats, des juges et procureurs pour la plupart. Je ne sais pas s'il y a des gens de la société civile parmi vous. Vous êtes déjà bien imbus de la question. Comme il ne nous reste qu'une heure, ces deux premières parties vont être rapidement assimilées et discutées. Et peut-être s'il y a des discussions en profondeur à faire, on les fera vendredi prochain. Alors, la quatrième partie, regard critique du système judiciaire par rapport au cas de violence basée sur le genre. Bon, on va essayer de voir les difficultés, les causes dans le traitement des dossiers, quelles sont ces causes, pourquoi il y a des blocages, qu'est-ce qui manque et peut-être finir avec des recommandations en termes de conclusion pour voir comment ça peut s'améliorer. D'accord? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une remarque sur le plan qui va être suivi? Merci. On peut avancer? D'accord. Alors, en guise de conclusion, moi, je pense qu'il est important que nous mettions l'accent sur le rôle préalable des acteurs de la prise en charge légale des cas de violence basée sur le genre comme entrée en matière. Parce que si on ne met pas l'accent sur le rôle préalable des acteurs, on ne va pas vraiment s'en sortir dans les échanges, dans les discussions qu'on va avoir. Alors, dans ma compréhension, et peut-être que vous allez me rejoindre dans cette démarche, il y a les acteurs de l'assistance légale et ceux de la chaîne pénale. Alors, je vais parler des acteurs de l'assistance légale, c'est particulièrement des juristes, des avocats. Je ne sais pas, il peut y avoir des militants de droits de l'homme qui s'y connaissent aussi en matière d'assistance, mais probablement qui sont limités dans le champ de leurs actions, parce que vous savez qu'il y a des qualificatifs requis pour accompagner, représenter, pour défendre quelqu'un en justice. Vous pouvez bien l'accompagner à ses débuts, mais à un certain moment, peut-être que vous devriez faire passer la main à un professionnel aguerri ou certifié pour continuer. Alors, moi, je n'ai pas voulu mettre objectif de l'intervention, mais moi, je les ai formulés en termes d'objectifs de manière à pouvoir, de manière spécifique, précise, voir exactement à quoi nous en tenir comme rôle spécifique des intervenants. Alors, c'est connaître les caractéristiques des infractions de violence basées sur le genre et le régime juridique approprié. Parce que nous sommes dans le domaine du droit pénal. Si nous parlons de violence basée sur le genre, on est exclusivement dans le champ pénal. Et si je suis un acteur, je dois au moins savoir exactement sur quoi j'interviens et comment intervenir et quelles sont les règles. Parce que vous savez déjà qu'en droit pénal, et tout est déjà préétabli, écrit. On ne fait qu'exécuter ce qui a été déjà préétabli. Alors, respecter les normes internationales et le cadre légal et national applicable relatif à la protection des droits des femmes et des filles, des crimes sexistes, des agressions sexuelles. Alors, peut-être en discutant, nous allons voir pourquoi on dit des femmes, des filles. Par rapport aux données qui existent, vous pouvez vous en occuper vous-même. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, il y a une tendance remarquable que les victimes, pour la plupart, en termes de pourcentage, sont 90-95% des femmes. Il y a aussi des hommes, il y a des petits garçons, il y a des filles. Mais des filles, moi je me rappelle avoir lu quelque part, ça fait un bout de temps, malheureusement je ne suis pas venue avec ces données. C'était publié par un médecin sans frontières. Et il était question que dans la fourchette des femmes, filles victimes, les filles étaient beaucoup majoritaires. Les petites filles, les innocentes. C'est des poids faciles et elles étaient, en termes de pourcentage, pour la période, bien entendu. Ça varie. Et maîtriser les attributions légales conférées à chaque intervenant spécifiquement en tant que maillon de la chaîne pénale dans le traitement juridique et judiciaire des dossiers. Vous savez, quand on parle de prise en charge légale,
la prise en charge légale a deux aspects. Il y a un aspect juridique, il y a un aspect judiciaire. Et ces deux niveaux d'intervention, bon, bien entendu, se rejoignent. Et il y a seulement un niveau d'intervention. Quand on parle de la dimension juridique, on est par rapport aux lois. Et quand on est dans la dimension judiciaire, on est dans la procédure. OK? Ça va? Je peux avancer. Voilà. Et rappel de quelques notions et du cadre normatif relatif à la violence basée sur le genre. Alors, il faut vous dire, la première démarche que j'ai faite ce matin, c'est de demander qu'est-ce qui a été dit déjà par rapport à mon intervention pour que je puisse savoir si je dois sauter certaines parties, aller plus vite. Bon. Alors, j'ai vu que depuis la semaine dernière, vous avez commencé avec la formation et que c'était surtout sur les enfants, sur les droits de l'enfant, la justice des mineurs que vous avez parlé, la protection de l'enfance, et que probablement, en termes de rappel, même si la plupart d'entre vous aviez pris part déjà à des formations sur la violence basée sur le genre, la redondance ne nuit pas en termes de connaissances. Il est toujours important de faire certains rappels, de revenir sur les thèmes de manière à bien situer le cadre d'intervention. N'oubliez pas, par rapport aux objectifs que je viens de lire, il est dit que les acteurs, si vous agissez, vous voulez vous spécialiser comme acteur dans le domaine, vous devez connaître les concepts, les maîtriser et le cadre légal y relatif. Alors, lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, le premier mot, le premier thème qui vient, c'est violence. Alors, c'est le b.a.-ba du code pénal où, je me rappelle, lorsque nous arrivons en première année à la faculté de droit et que nous étudions les infractions, et puis, quand on fait la hiérarchisation des infractions, on commence par coup, blessure, volontaire, etc., involontaire, etc., etc. Et quand on parle de coup, par exemple, on est dans le domaine de la violence. On est dans le domaine de l'agression parce que vous agressez le corps d'une autre personne. C'est une forme de violence. La violence, alors le sujet pour lequel qui m'est attribué, je n'ai pas à vous parler de la violence dans toutes ces dimensions, où je vais vous parler de la violence physique, la violence psychologique. Ce n'est pas mon dossier. Je pense que vous avez peut-être l'opportunité de faire vos recherches pour aller en profondeur, du moins dans les détails par rapport aux différents types de violences, les caractéristiques de la violence. Ce n'est pas le sujet. Mais je suis là rien que pour vous rappeler que la violence se définit comme une sorte de menace, utilisation intentionnelle de la force physique ou de pouvoir contre soi-même, contre autrui, contre un groupe ou une communauté qui entraîne au risque d'entraîner un traumatisme, un décès, des dommages psychologiques, un mal-développement ou des privations. Alors la référence, c'est là, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a défini la violence comme telle. Maintenant, on va avancer rapidement sur la violence. Bon, par exemple, n'oubliez pas que violence basée sur le genre. Il était important pour moi de voir rapidement ce que c'est que le genre, parce que pourquoi on dit violence basée sur le genre, on dit violence basée sur quelque chose d'autre. Alors, il était important de vous rappeler, lorsqu'on parle de genre, on est dans une dynamique de construction sociale qui contribue à l'édification de l'identité de genre d'un individu, qui désigne les rôles, les comportements, les activités et attributs qu'une société donnée considère à un homme, à un moment donné, comme approprié pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement ce que cela sous-entend lorsqu'on parle de genre? Ça vous dit quoi, rapidement? Parce qu'on peut voir ça et puis... Hein? Pourquoi tu es un homme? Parce que la société a déterminé un ensemble de caractéristiques, on trouve ces caractéristiques en moi et automatiquement. Voilà. Parce que depuis ta naissance, on t'a attribué des rôles, on t'a donné aussi des opportunités, des chances. On t'a construit pour exercer d'où le rôle de l'éducation pour vous faire un homme, alors que vous pouvez ne pas être un homme. Ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas ce qui nous rassemble aujourd'hui.
Mais il se pourrait qu'il ait la peau d'un homme et qu'il n'est pas un homme. Mais il faut vous dire que ce genre est déterminé de par des normes sociales. C'est la société qui vous canalise vers un genre et vous vous retrouvez là-dedans. Et ce n'est pas une blague. Ok, c'est un autre sujet. Alors, ces attributs, opportunités et relations sont socialement construits. Moi, je ne vais pas vous parler de Simone de Beauvoir et autres qui parlent de tout ça. Vous pouvez vous renseigner aussi. Et assimilés à travers un processus de socialisation et engendre des stéréotypes de genre avec des caractéristiques arbitraires. Parce que lorsque le bébé naît, on ne lui dit pas que c'est un garçon ou une fille. La personne qui vient dit « Qui ça lié ?» Et c'est le premier réflexe. On est venu, on voit le bébé, on demande « Qui ça lié ?» Un petit fille ou bien un petit garçon? Parce que ce n'est pas écrit sur son front. C'est pour vous dire que ce n'est pas une blague quand on parle de socialisation pour nous orienter vers un genre. OK? Alors, les stéréotypes, il fallait bien qu'on fasse une petite précision, créer des inégalités et ont un impact négatif sur les relations hommes-femmes, parce que conséquemment, les femmes considérées comme sexe faible au regard des normes sociales sont cantonnées dans une situation de subordination par rapport aux hommes et deviennent leurs principales victimes. D'où la violence basée sur le genre où les femmes sont les principales victimes. Alors, c'est clairement dit. Nous avons une société patriarcale où on donne toutes les opportunités aux hommes de se manifester, de s'exhiber, de s'imposer, de diriger. Et qui dirige commande, qui a le pouvoir commande. Et c'est ce qui fait que quand on parle d'égalité de genre, on ne fait pas de... Alors, il faut vous dire aussi que les concepts ont évolué. Même quand on parle de droits de la femme, on vient maintenant avec l'égalité des genres pour renforcer, parce qu'il y a toute une tendance à faire croire que c'est comme si les hommes n'ont pas de droits, les femmes, c'est elles qui ont des droits. Non, ce n'est pas une question de droits, c'est une question d'équilibre. Chercher l'équilibre, balancer les relations sociales, économiques, politiques entre les hommes et les femmes de manière à ce que, de manière équitable, nous bénéficions du bien-être auquel on a tous droit, sans fausse côté, comme on dit en créole. Alors, la violence basée sur le genre, vous allez voir, quand on parle de violence, il y a toute une manifestation de force d'une personne sur une autre. Alors, vous allez voir, les rapports de force sont historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et la discrimination exercée par les premiers, qui sont les hommes, et ce qui freine aussi les secondes. Généralement, nous ne nous rendons même pas compte lorsque nous sommes dans une même famille, où nous voyons, par exemple, on est des frères et sœurs, et on voit que peut-être la grande sœur n'a pas fini ses études, n'a pas fait de grandes études, au détriment de son petit frère qui est derrière, et c'est elle la sacrifier. Et des fois, nous ne nous rendons pas compte, nous pensons que c'est normal. Ou bien, on dit que les femmes ont en elles les richesses, parce que c'est un homme qui va s'en occuper, qui va lui fournir, je ne sais pas, ce prétendu bien-être, et voilà, et voilà, et voilà. Je ne suis pas là pour entrer dans ces détails, mais c'est important de pouvoir connaître tous ces stéréotypes sociaux de manière à pouvoir, comme acteur dans la chaîne pénale, de savoir comment traiter les dossiers qui vous sont soumis. La violence basée sur le genre se définit comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte pour la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie privée que dans la vie publique. Déclaration universelle, Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui a été adoptée en 1993. Alors, ceci pour vous dire, comme j'ai vu aussi dans le programme par rapport à demain, parce que quand on parle de violence basée sur le genre, il y a toute une approche holistique qui est mise en avant de manière à pouvoir permettre à la victime de bénéficier de services pluridisciplinaires. Alors, quand on parle de approche holistique de la prise en charge, il y a l'approche médicale, il y a l'approche psychologique, il y a l'approche légale, il y a l'approche sociale. Il y a 4 dimensions. Et moi, je dois m'entretenir avec vous sur l'approche légale. D'accord? Alors, c'est tout acte fondé sur le critère de sexe qui cause la mort, etc. C'est les mêmes définitions, on peut avancer.
La violence sexuelle, moi, il faut voir que la violence sexuelle, c'est une forme de violence basée sur le genre. Parce que lorsqu'on parle de violence basée sur le genre, il y a une pluralité de formes de violence. Mais comme la violence sexuelle est la plus terrible, et la plus caractérisée aussi, et la plus criante, et on en parle beaucoup plus, c'est pas qu'on laisse de côté les autres formes de violence, mais nous allons nous attabler un petit peu sur cette forme de violence qui est la violence sexuelle. C'est aussi une forme de violence basée sur le genre. Qui peut me dire pourquoi c'est une forme de violence basée sur le genre par rapport à tout ce que nous venons de dire là? Pourquoi la violence sexuelle est une forme de violence basée sur le genre? Parce que c'est une agression dirigée vers le sexe, le genre féminin, exactement par rapport à ça. Ok. Alors, la violence sexuelle, c'est toute forme d'agression à caractère sexuel qui comprend le viol, tentative de viol, les attouchements non désirés, l'inceste, le harcèlement, l'attentat à la pudeur, le voyeurisme, l'exploitation sexuelle, la prostitution, etc. Les filles et les femmes sont les premières victimes de la violence basée sur le genre. Alors, ces types de violences sexuelles qui ont été mises en exergue, vous les trouverez dans le code pénal. Et n'oubliez pas que je vous avais dit que tout est déjà préétabli, prédéfini, parce qu'on ne saurait dire qu'une infraction en est une si elle n'a pas été identifiée et spécifiée par le code pénal. D'accord? Alors, il est important de faire un focus sur le viol. Et pendant que j'étais là, quelques minutes avant mon intervention, j'ai entendu la plupart des questionnements que certains d'entre vous vous faisiez. C'est par rapport au fait que il y a une sorte de banalisation des agressions sexuelles, particulièrement du viol. Lorsqu'une femme porte plainte, c'est comme si il y a une sorte d'ironie qui accompagne tout ça. Et c'est ce qui va aussi. C'est pour ça l'approche psychologique est importante dans la prise en charge, parce que souvent ces femmes, elles sont déjà victimes, elles ont peur de s'affirmer comme victimes, d'aller porter plainte, de demander justice, de demander de l'aide, parce qu'elles ont peur aussi d'être victimes encore plus de par la manière dont on va les traiter. Et souvent, il y a des femmes qui fuient. Moi, j'ai participé à des études pour financées par la Banque interaméricaine de développement pour le ministère à la condition féminine et certaines ONG nationales associées. Et moi, j'ai été dans des zones de province pour mener des enquêtes à l'époque, ça fait quelques années. Et vous allez rencontrer des femmes qui étaient victimes, qui vous parlent de leurs histoires, de leur vécu. Et c'est dur. Lorsque vous, par exemple, moi, le fait que j'avais trouvé des cas, que je les avais dressés dans mon rapport, quand on me demande de parler, c'était pas facile. C'était pas facile d'être le porte-parole de quelqu'un qui a été victime d'une telle atrocité. Et c'est pour ça que quand on parle de victimes de violence, le commissaire est là, l'inspecteur divisionnaire est là, il avait fait la précision. Vous autres magistrats, avocats ou autres travailleurs et assistantes sociales ou travailleurs sociaux qui intervenaient dans le domaine, vous savez qu'il y a un aspect important qui est l'accueil de la victime. L'accueil de la victime est fondamental. C'est ce qui va guider tout son... C'est le début du fil conducteur qui va permettre à la victime de se définir ou de prendre la décision si elle va porter plainte ou pas, si elle va accepter de l'aide ou pas, si elle va reprendre sa vie en main ou pas. Parce qu'il y a certaines façons que la première personne que vous rencontrez vous accueille. Il y a un accueil qu'il vous donne, il y a une sorte d'orientation aussi qu'il vous donne comme victime. Ça ne contribue pas à vous permettre de vous ressaisir de vos émotions, de vos douleurs, de votre traumatisme. Alors, violence basée sur le genre, c'est le viol, parce qu'on vient de le dire, on peut avancer. Le viol, c'est un crime invisible et banalisé. J'ai entendu aussi quelqu'un parler tout à l'heure, dans ses expériences personnelles, que souvent,
Et bon, même si c'est un viol qui est commis dans le cadre, j'ai dit, ça c'est un exemple, parmi tant d'autres, dans le cadre d'une relation conjugale, vous portez plainte, vous dites, je ne vais pas rentrer dans la cause de Madame Amouchi. C'est ménage pour qui soit ou porter plainte pour lui. C'est comme si l'autre a un droit sur vous d'exercer de la violence ou de vous violer à bon escient parce que vous êtes en relation avec. C'est pas... je ne comprends pas. Ouais. C'est quoi ça? OK? Ou bien, qu'est-ce que ça t'a fait dans la zone ça, ça? Hein? Qui j'en fait habillé comme ça? Quoique, il faut vous dire, même si dans les coulisses, je fais des commentaires sur les tenues aussi, parce que lorsqu'on paye dans Haïti, dans Jean Lie là, il y a des petits mesdames qu'on rencontre, je suis obligé de parler avec eux tout, parce que, vous comprenez? Il va relais, il va habiller jonvlé. Il va habiller jonvlé. Il va relais, mais par contre, si je suis dans une société, côté la loi est appliquée, la justice est efficace, ok. Mais, et puis, n'importe qui quartier, côté guerre, vous comprenez? Alors, il y a des risques à ne pas prendre. Mais ça ne dit pas pour autant que vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Et, le m'a passé un côté Pétionville, moi, 3 nègres qui campaient, qui regardent un petit dame qui a passé. Et puis, il me fait exprès de descendre vite machine. Il me dit, monsieur, ça va me garder comme ça. Et puis, il dit, oh, madame, il me dit, gardez pas vous léger. OK? Gardez pas vous léger. Et puis, il est là. Yori. Parce que, vous comprenez? Mon nom, il garde, après ça, il y a une tentation pour faire n'importe qui bagaille. Et puis, l'autre là, il y a une victime sans le parent, ni compte que l'été quelque part, non exposé tête. D'accord. Bon, en tout cas. Oui, c'est en prévention. Oui. Bien entendu, on n'a pas à dire à la victime pourquoi vous étiez comme ça, pourquoi vous êtes. Bien entendu. C'est pour ça que moi, je dis que je dois habiller Jean le voulais. Mais en termes de prévention, il y a ça aussi comme aspect à ne pas négliger. Yeah. Alors, on parle de la violence comme une sorte de... Wow, j'ai oublié que c'était avec moi. Désolé, hein. OK, on parle de la... C'est un crime invisible. Parce que moun qui victime, si ce n'est pas les dios, si ce n'est pas les... Si c'est pas au calfou les zones, au calalo, li bon chance entrer sous les palais, ou pas jamais... Ou pas elle. Ou pas elle. Et puis une telle victime de viol, c'est comme si pour certaines personnes, c'est rien du tout. Et puis, bon, son relation sexuelle, même s'il est non désiré, c'est pas vrai. Alors que la dimension consentement est fondamentale dans la question. S'il n'y a pas contre de consentement, on ne peut... c'est le consentement qui est déterminant dans la relation sexuelle. S'il n'y a pas de consentement, la personne vous dit qu'il n'y avait pas de consentement. Par exemple, dans l'histoire de la dame là qui m'intéressait par rapport au vaudou. Bon, j'imagine que la dame, pour pouvoir trouver, je ne sais pas, solution au problème qu'il est venu, il accepte. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont victimes de cette histoire. Mais c'est une forme de manipulation pour mieux dominer l'autre. Parce que même dans la relation personnelle, nous privées, n'importe qui a une relation sexuelle avec elle, c'est un coup vient développer un pouvoir sur l'autre par rapport au fait que vous avez une relation sexuelle. Ça dépend de comment vous gérez. Ça dépend de comment. Au moins, l'autre la pensée, le fait que, parce que c'est une relation tellement intime, tellement privée, il pensait que ça bat le droit à l'autorité pour lui connaître, il a maîtriser l'autre là, il a manipuler l'autre là. Et les Ougans, c'est une tactique que vous faites pour maîtriser l'autre là, pour faire le bois n'importe qui ça le voulait. Qui ça le voulait. C'est ça. Bon, oui. Alors, on parle du viol comme un crime contre l'humanité, un crime de guerre, un crime de génocide. Je vous ai donné les références de manière à pouvoir vous informer pourquoi on parle du viol comme un crime contre l'humanité. Et parce que vous savez, à travers le temps, les belligérants, eux, ils voyaient dans le viol une sorte de butin de guerre. Quand ils passent, ils dominent, ils pillent, ils violent. C'est aussi une façon de manifester leur gloire, comment dire ça, leur succès, leur réussite dans leur démarche. Et ça fait que les femmes en sortent victimes. Et ce n'est qu'en 1992 que les Nations Unies le qualifient de crime international. Et en 1993, il y a le tribunal international de l'ex-Yougoslavie
qu'il a inclus parmi les crimes contre l'humanité. Alors, c'est-à-dire que quand on parle de crimes contre l'humanité, il n'y a pas de prescription. Et aussi, il y a aussi un bémol à mettre aussi, lorsque les Nations Unies ont qualifié le viol comme crime contre l'humanité, il y a tout un contexte aussi de la perpétration de l'acte qui va justifier que c'est un crime contre l'humanité. Vous êtes en période de guerre, vous êtes dans de grands conflits armés, ou etc. Et il y a tout un contexte qui va expliquer que ce crime peut être qualifié crime contre l'humanité. C'est pareil pour un crime de guerre ou un crime de génocide. Et si vous voulez vous renseigner aussi, vous faites TPI Rwanda, TPI Yougoslavie, vous allez voir, il y a toute une littérature qui est développée sur ces questions. En 1994, il y a le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a également déclaré que le viol constituait un crime de guerre et un crime contre l'humanité, les deux. Par contre, il va y avoir une troisième qualification, c'est un crime de génocide parce que ce qui a été fait, ce qui a été passé en 1994, au début des années 90, ça a été aussi un crime de génocide et il y avait beaucoup de cas de viol perpétrés dans cette période-là. En 2002, il y a le statut de Rome de la Cour pénale internationale qui prend en compte le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable parmi les crimes contre l'humanité quand ils sont commis de manière généralisée et systématique. Par exemple, pour nous autres, là, j'ai entendu, dans les débats qui se font particulièrement par les juristes, les gens des droits de l'homme et dans certains médias qui parlent du massacre de la Saline comme crime contre l'humanité. C'est un débat, c'est à vous de voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Est-ce que le contexte dans lequel ces crimes de viol ont été perpétrés peuvent-ils être catégorisés de crimes contre l'humanité? C'est un débat et je vous invite à réfléchir là-dessus. Alors, le crime, c'est un crime de premier ordre à prévenir et à punir. Le mot prévention, on l'a effleuré tout à l'heure. C'est important qu'il y ait de la prévention, qu'il y ait de l'éducation, qu'il y ait de la sensibilisation, qu'il y ait la vulgarisation aussi des informations, des lois, des textes, de manière... Tout ce que nous sommes en train de faire là aussi, ça fait partie de la prévention parce que nous nous éduquons, nous nous informons, nous nous sensibilisons de manière à mieux comprendre cette problématique. Et quand on dit à punir par les États, n'oubliez pas que quand on dit que c'est les États qui punissent, on est dans le domaine du droit public, c'est le droit pénal, et l'État confie des pouvoirs publics à certaines autorités qui doivent agir en son nom et punir ceux qui ont enfreint la loi, les agresseurs qui ont commis les actes de violence sexuelle. Alors, ce que j'étais en train de vous expliquer là, c'était toute une littérature autour de la violence basée sur le genre, et particulièrement le viol comme exemple de violence sexuelle. Alors, comme je disais, les préalables à quelqu'un qui veut agir dans le secteur, c'est de comprendre les concepts et ensuite de maîtriser les textes qui existent. Parce que souvent les magistrats, bon, il y a des professionnels du droit qui sont très paresseux, qui se limitent à ce qui existe et accessible à eux comme texte et qui ne vont pas aller au-delà, même consulter les jurisprudences au niveau des cours internationales. Il faut vous dire que comme on est allé jusqu'à... Tout à l'heure, on a parlé des belligérants, depuis des siècles, les guerres qui sont menées, et on n'avait pas fait cas de la violence basée sur le genre. Mais quand on fait une rétrospective et on essaie de faire une sorte de listing des textes existants, il y a des articles, moi je ne les ai pas notés ici, mais j'ai fait une référence sur les textes existants qui peuvent vous donner des arguments. C'est pour la plupart de ces textes, pour ne pas dire tous ces textes que j'ai mentionnés ici, sont ratifiés par Haïti. N'oubliez pas, dans le processus de ratification des traités, des conventions, des accords, un pays qui les a ratifiés, qui les a adoptés, ces textes-là, une fois ratifiés et adoptés, font partie de la législation nationale du droit positif. C'est le cas pour nous autres. Il y a la Convention de Genève, il y a la Convention sur la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.
Il y a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention américaine des droits de l'homme, Pacte de San José de Costa Rica, 1979, la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, c'est la Convention Belém do Pará. Et le cadre national, et bon, c'était pour le cadre international. Pour le cadre national, il y a un ensemble de textes qui peuvent être consultés et utilisés lorsque nous traitons les cas de violence basés sur le genre, tel le décret du 31 janvier 2006 régissant le fonctionnement du ministère à la condition féminine, parce qu'à l'intérieur, on donne mandat et mission au ministère de prendre en charge, d'accompagner les femmes victimes. La loi sur le 2 juin 2014 contre la traite des personnes, le code pénal et le code d'instruction criminelle de 1935, même s'il y a un nouveau code qui est en circulation mais pas encore en vigueur, mais on se réfère encore à ces anciens codes qui ont été amendés aussi par des textes de loi. Et la loi du 24 septembre 2001 interdisant les châtiments corporels contre les enfants. La loi du 5 juin particulièrement par rapport au code pénal dont je viens de faire mention qui interdisent et éliminent toute forme d'abus, de violence, de mauvais traitements inhumains contre les enfants. Le décret du 6 juillet particulièrement 2005 modifiant les articles 268 à 287 du code pénal concernant le régime des agressions sexuelles. On va prendre une pause pour discuter un petit peu, parce que vous me laissez parler comme ça. Je n'aime pas trop. J'attends que jusque-là, vous exprimez vos inquiétudes, vos soucis, vous ajoutez, vous enlevez, c'est à vous de voir. Sur ce, jusqu'à présent, on a discuté. Merci. Alors, ce serait de ma part un acte attentatoire à votre personne de pouvoir formuler la question qui est nôtre sans avoir à vous féliciter pour la façon dont vous nous permettez à comprendre ce sujet. Cependant, bien que vous ayez tout fait pour pouvoir nous aider, bien que vous ayez su tout nous expliquer, cela n'empêche pas que nous avons une toute petite question. La question est la suivante. Suivant la définition que vous venez de nous donner suivant le viol, en mentionnant c'est tout acte de pénétration sexuelle, quelque nature, qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence et contrainte. Sur quoi j'aimerais savoir la question du mari et de la femme, et que ce mari voudrait avoir des relations sexuelles avec sa femme, et que sa femme, de son côté, refuse. De votre part, tenant compte des exigences faites par la législation civile en la matière, disposant que la femme est tenue d'une obligation, alors est tenue, je vais dire, alors, je dois prendre tout le soin parce qu'il y a des femmes qui sont ici, je suppose fort bien qu'elles n'aillent pas voir en moi un sexiste. Un sexiste. Alors laisse-moi terminer. L'obligation d'assistance que la loi fait à la femme, et encore bien de manière tacite l'obligation sexuelle, sur quoi je vous formule cette question pour vous dire, peut-on parler de viol dans ce cadre? Je demande à quelqu'un de répondre pour moi. S'il faut bien que vous n'allez pas me voir comme un sexiste. Moi, je n'ai pas le monopole des réponses, hein, je vous laisse répondre à ma place. Ne parlez pas tous en même temps. Quiconque veut répondre, ne parlez pas tous en même temps. Oui. Un moment. Bonjour à tous et à toutes.
Je remercie Maître Asti pour son exposé. Et j'ai l'impression que Maître, appelle-moi, Maître Atis, il n'a pas bien compris. Le devoir d'assistance, comme tu viens de... Permets-moi de te tutoyer étant confrère. Permets-moi de te tutoyer. Le devoir d'assistance dont tu viens de brandir sur le tapis, dans cette situation-là, ne peut pas entraver le droit de la femme, ou bien le choix de la femme de ne pas vouloir avoir des relations avec son mari. Et c'est dans ce souci que le législateur amène sur la table la question du viol conjugal. C'est pour protéger la femme. Parce que moi, je suis présidente de la fédération de femmes, d'une fédération de femmes. Je te dis que c'est dans le souci pour protéger la femme contre les abus du mari. C'est dans ce souci que le législateur a inventé le viol conjugal. Le devoir de cohabitation dans le Code civil, c'est pas dans le but de promouvoir la maltraitance de la femme par son mari. Parce que on a fini par déceler, malgré l'amour, malgré l'envie de protéger, l'ambition de protéger la femme, le mari peut toujours s'immiscer à violenter sa femme, soit en la frappant. C'est malheureux, bon, c'est pas malheureux, c'est un choix que l'intervenant a fait de parler seulement de la violence sur le genre en exerguant la question de violence basée sur le genre. Mais il y a d'autres types de violences. Dans la typologie de la violence, il y a beaucoup de types de violences. Donc, en plus de la maltraitance, l'homme frappe. Ce n'est pas la question. La question est là. Pour lui, c'est un devoir. Où est passé le devoir de cohabitation? Merci. Oui, merci. Non, il n'y a pas de ping-pong, ok? Excusez-moi. S'il vous plaît. On prend encore 2 interventions juste pour corroborer cette partie de la formation parce qu'il me reste 20 minutes pour présenter la deuxième partie. Et puis soyez bref et dans vos mises au point ou vos questions. Merci. Alors, il faut vous dire aussi, je fais la précision parce que pour moi-même, les cours avant avaient traité des différentes formes de violence. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas entrée dans cette partie-là parce que ce n'était pas mon thème. Oui. Et ni parler du genre aussi. Le genre aussi peut prendre la journée, une semaine à discuter de ça, d'accord? Bien faire, laisser dire. Les bonnes actions généralement laissent des douces réminiscences. Alors c'est pour moi une façon de féliciter la madame pour la présentation si prestigieuse. Et ma question est ainsi, alors ma question va être ainsi conçue. J'ai participé pas mal de formations. Et direct. Des formations, oui, je vais très laconique, très bref. On me laisse ça courir. Des formations parlant sur la violence conjugale, violence sexuelle, tout ça. Mais à mon humble avis, c'est comme si on expose, mais on ne cherche rien. C'est comme s'il y a des problèmes qui se posent, mais les problèmes
Des problèmes qui sont restés sans problématiser. La violence sexuelle, c'est le problème. La problématique, c'est quoi? La problématique, il faut poser une question. La recherche de cette question va amener à une solution. On parle à tout bout de champ, mais quelle solution? C'est moi. Bon, ok, mais ça va. Non, je vais terminer. Non, c'est vrai. La violence sexuelle basée sur les femmes ou bien sur la femme, sur les gens, ne serait-elle pas liée à quoi? La recherche amenée à trouver une solution. Mais quand on parle, on n'a rien cherché, la problématique ne se pose pas. Donc, je ne dis pas que c'est... Est-ce que vous violentez votre femme? Non. C'est aussi l'objectif de ne pas violenter votre femme. Est-ce que dans vos actions en justice, vous essayez de comprendre, d'être sensibilisé pour mieux traiter cette thématique? J'ai essayé plusieurs fois, mais ça n'arrive pas à arriver là où mais comment vous avez essayé? Comment vous avez essayé? Voilà comment j'ai essayé. C'est en posant la question, ne serait-elle pas liée à un problème d'éducation? Non, dans vos pratiques, dans vos expériences. Non, mais c'est un peu difficile. C'est difficile, bon, ok. C'est un peu difficile. On va en parler vendredi, d'accord? Il y a quelqu'un qui voulait parler, pas vrai? Quelqu'un voulait faire une intervention de ce côté? Merci. Et ce que j'allais dire tout à l'heure concernant la question de Maître Atis, c'est que il ne faut pas voir la femme comme étant une fois mariée ou une fois, je ne sais pas, étant donné que grand nombre de personnes vivent dans le concubinage, il faut voir la femme comme un être humain, ce qu'elle est en réalité. Et elle a des besoins, elle a des envies, comme ça elle peut aussi avoir elle peut aussi ne pas avoir envie de faire ou de ne pas faire. Comme elle pourrait avoir... si elle ne mange pas une fois à la maison, peut-être que ça ne va pas déranger. Mais si elle dit non à l'acte sexuel une fois, ça va déranger son mari. Donc maintenant, la femme, tout comme l'homme, tout comme le garçon, nous avons des droits, nous avons des obligations, nous avons des envies. Nous sommes des personnes. Donc c'est tout simplement ça. OK. Moi, je voulais tout simplement... C'est un débat. Vous savez, on va avoir 3 heures de temps vendredi. Des fois, fille a qu'on demande des nègres, tout nègre dit il est fatigué, il est pas sous ça. Et peut-être sa fille va mettre bâton sous monsieur? Fille va pas manger. Bon, OK. Vendredi, on a parlé de questions. Nous allons dire fille bat garçon, tout garçon bat fille. On est des humains, ça peut arriver de part et d'autre, mais on va être spécifique par rapport à ampleur situation. C'est ça que fait vous parler de filles comme principale victime. Votre attention, s'il vous plaît. Voilà. Rapidement, je vais vous lire quelques slides qui traitent de la prise en charge. C'est le sujet. Ce que je faisais avant, c'était une entrée en matière, mais le sujet, c'est ça. Je ne sais pas. Si on n'a pas eu le temps de discuter de tout ça, on va le faire à la prochaine séance. Alors, la prise en charge légale. Ce matin, tout à l'heure, j'ai parlé déjà, quand on parle de prise en charge légale, il y a la dimension juridique pour traiter les dossiers avec les textes existants, et puis il y a la dimension judiciaire où il faut aller en justice, aller au procès, etc. Bon, ou bien rencontrer les différents acteurs de la chaîne pénale. La prise en charge légale de la victime se fait par l'exercice du droit d'accès à la justice à travers l'assistance juridique et judiciaire que des professionnels du droit et de la justice spécialisés peuvent fournir à la victime pour qu'elle puisse déposer plainte, dénoncer en justice les violences, entamer une procédure contre l'agresseur et exiger des autorités judiciaires compétentes la condamnation de l'agresseur et la réparation pour le préjudice subi. C'est simple, pas vrai? C'est très simple. Lorsqu'on parle de prise en charge légale, la victime n'a besoin que de ça. Et ce qui peut l'aider, quand on parle de professionnels avertis et informés, formés dans le domaine, et qui a la certification pour le faire, c'est un juriste, c'est un avocat qui est qui est inscrit dans un barreau, qui peut vraiment, étape par étape, suivre ces étapes avec lui, l'accompagner dans toutes les étapes de la procédure.
L'avocat est la prise en charge légale de la victime de violences basées sur le genre. Pour l'avocat, alors moi je disais d'un point de vue de l'avocature, la prise en charge légale implique l'assistance. L'assistance. Déjà, quand on parle de l'assistance, c'est voir la personne est venue vous consulter, pour l'assister. N'oubliez pas que j'avais parlé d'accueil. L'accueil de la victime va depuis, peut-être sur sa route, pour se débattre après, de la première personne rencontrée. À l'hôpital, l'accueil est important. Au cabinet de l'avocat qui l'accueille, c'est important. Au tribunal de paix, si c'est la première voie pour porter plainte et dénoncer. L'accueil par rapport à la secrétaire qui est là, le greffier qui l'accueille, tout ça c'est important. C'est des acteurs qui doivent faire leur boulot de manière à ce que la victime se sente confortable pour porter plainte, pour discuter de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle vient de subir, de ce qu'elle vient de vivre. L'avocat aussi doit compatir tout en restant serein, mais pour comprendre la victime et lui donne toute l'assistance nécessaire. L'accès à la justice. Alors, la représentation, la défense d'un justiciable auprès des instances administratives et judiciaires. Quand on parle des instances administratives et judiciaires, les instances administratives peuvent être... Bon, je prends le domaine médical, par exemple, comme administratif, parce que si on requiert un certificat médical, si on veut rentrer en contact avec une autorité, il y a une formalité administrative à faire pour faire avancer le dossier, c'est ça. Et judiciaire, c'est rester en justice pour défendre la cause, l'affaire. L'accès à la justice est reconnu comme un droit fondamental dont divers mécanismes en garantissent l'effectivité. L'avocat, dans le cadre de la prise en charge, assiste la victime et ou la représente devant les instances de jugement afin que sa défense soit assurée jusqu'à épuisement des fois de recours. On est dans la dimension judiciaire quand on parle de voie de recours, parce que quand peut-être plus tard, on va voir ça dans le développement du thème, que dans les étapes de la procédure, à la phase de jugement, la décision qui est sortie peut ne pas satisfaire la victime ou son avocat, ou le commissaire gouvernement en termes de ministère public dans le dossier, et puis ils font recours. Il y a un recours en appel, jusqu'à ce que au moins la victime ou les parties soient satisfaites de la décision qui sera adoptée. Alors, préalable à l'assistance sur la prise en charge légale d'une victime de violence sexuelle ou de violence basée sur le genre, l'avocat doit s'assurer de ces 4 éléments. J'ai déjà parlé de ces éléments, heureusement. C'est la prise de conscience de la victime de sa situation. Bon, moi je pense que peut-être le psychologue, ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va en parler, c'est important. Si quelqu'un ne s'affirme pas comme victime, ne se présente pas comme tel, ou dit « moi je suis victime », et je veux me défendre comme tel, alors ça faut dire que c'est une étape de prise de conscience. Je peux être victime et dire c'est ma faute. Et souvent les femmes victimes disent c'est ma faute, j'étais mal habillée, je ne devrais pas passer par ce coin-là, pourquoi peut-être c'est mon petit ami, c'est moi qui lui ai fait confiance, etc. Vous voyez, je lui ai fait confiance, c'est la raison pour laquelle il m'a agressé. Autant de choses qui peuvent victimiser, la victime peut se victimiser encore. D'accord? Alors la prise de conscience est un élément fondamental pour que au moins les acteurs qui vont agir disent que cette personne assume son statut de victime et comme ça je me sens à l'aise pour l'accompagner, pour l'assister, pour la représenter ou pour la défendre. Ok? La seconde, reconnaissance, la prise de conscience, c'est la reconnaissance aussi. Il y a maintenant le fait que cette personne maintenant prenne conscience de son statut de victime, elle a besoin que ce soit reconnu, que ce soit accepté, que son entourage, sa famille, ceux qui l'accompagnent, ceux qui l'entendent, ceux qui veulent l'aider, reconnaissent en elle une victime. Sinon, c'est échoué d'avance. Parce que vous allez voir, à un certain moment, la personne va fuir. Pardon, la personne peut disparaître pour ne plus avoir affaire avec ces gens autour d'elle, parce qu'elle ne se sent pas acceptée, reconnue, etc. Organisation de l'orientation de la victime en termes de conseils à lui fournir. J'en ai parlé déjà, l'orientation. Si la personne vous voit, vous devrez bien l'accepter, bien comprendre, bien compatir avec elle, l'orienter, va voir ci, va voir là. Tu as besoin de l'aide, je peux te faire accompagner par quelqu'un, tu as une famille,
qui on peut appeler pour vous, etc. Il y a tout ça qui peut aider la victime à ne pas se sentir seule dans cette péripétie, dans ce cauchemar qu'elle est en train de vivre, qu'elle a vécu et qui continue de la poursuivre. L'accompagnement pluridisciplinaire, c'est ça. En termes d'orientation, si par exemple vous savez qu'il y a un centre, l'État aurait dû avoir une structure pluridimensionnelle pour ça. Il y a certains pays où il y a ça. D'accord? Il y a des centres où bien l'État est associé à des centres privés particuliers qui prennent en charge. Et ces centres-là offrent la dimension psychologique, la dimension médicale, et des fois, la personne a besoin de changer de lieu aussi, même l'hébergement et autres. C'est important pour que cet accompagnement soit fait pour que la personne reprenne force et pouvoir dire oui, je dois me mettre debout pour affronter mon agresseur, pour affronter ce qui vient de m'arriver, de parler pour éviter que ça n'arrive à d'autres. C'est ça l'objectif, c'est ça la finalité. L'avocat confirme avec la victime son statut de victime et le type de violence sexuelle subie. Parce qu'il faut vraiment que ça soit clairement défini pour que l'on puisse défendre. Qu'on puisse savoir sur quelle base on va défendre. D'accord? Alors, la victime établit les faits pour son agression sexuelle et demande assistance pour faire reconnaître son statut de victime de violence basée sur le genre. Une victime de violence sexuelle est toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui a fait l'objet d'un viol ou de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique. Le ougan, c'est une pression psychologique qu'il a exercée aussi sur la femme, pour la dominer. Même si ce n'était pas l'objet de la plainte. Il faut faire la différence aussi. Des fois, on voit qu'on des tas de bobards, alors que l'essentiel n'est pas dit. Ou bien l'essentiel qui ramène la personne, elle le noie dans d'autres choses. OK? Ça, il faut être spécifique là-dedans. De manière spécifique, la victime de violence sexuelle est une personne traumatisée qui a été agressée sexuellement, dont le cas nécessite un accompagnement pluridisciplinaire et intégré, médical, psychologique, légal, socio-économique. Bon, bien entendu, quand je dis ça, ce n'est pas deux coups que la personne va recevoir toute cette assistance. Il y a progressivement. Par exemple, la personne peut recevoir un premier type d'accompagnement, une première assistance. Ce n'est pas suffisant jusqu'à l'aspect social, économique. La personne peut aussi, pour fuir sa zone, elle a tout laissé, ne plus avoir les moyens de se reconstituer et financièrement, économiquement. Elle a besoin que le secteur l'accompagne. Il y a des secteurs d'organisation de femmes qui le font, et ça. Avocat ou juriste spécialisé en violence basée sur le genre, l'importance de son assistance juridique et de l'assistance de l'avocat. L'assistance d'un avocat spécialisé est indispensable pour permettre à la victime de recevoir des conseils juridiques, d'engager des poursuites et de mieux garantir son droit d'accès à la justice, de comprendre la procédure. Et alors, je pense que probablement, même moi-même aussi, en faisant les recherches pour élaborer cette présentation, je m'étais dit peut-être que même avec les participants, ils vont dire, mais pourquoi l'avocat est aussi important dans ça? Quand il y a infraction, c'est le commissaire du gouvernement qui est l'avocat de l'État qui prend en charge la victime. Non, c'est pas parce qu'il va y avoir à la phase. Bon, vous allez voir aussi les phases de prise en charge des acteurs judiciaires. C'est pas parce que le commissaire au gouvernement en matière pénale, c'est l'avocat des victimes, c'est pas la raison pour laquelle il ne doit pas y avoir un avocat privé personnel pour la victime. La victime a besoin de ça. Au contraire, le commissaire s'en réjouit parce qu'il a un allié pour le supporter dans sa défense, pour le supporter dans la culpabilité qu'elle sous-tend, et de manière à être plus fort pour établir les faits et arriver à permettre à la victime de trouver justice. Oui, surtout pour ça, on va voir ça aussi. L'avocat informe la victime sur la manière de préciser son agression sexuelle en vue d'une bonne qualification de l'infraction et des peines appropriées. Il faut aider la victime. Pas faire bouche pour le bail menti, non. Faire bouche pour le bien expliquer ça le vivre là. Parce que mon nègre doit fin vivre là puis il a déparler.
il dit n'importe quoi, il contredit tête li, il culpabilise tête li, il perdu dans ça pour le dire et puis il pas bien présenter dossier et puis après ça il va le tuer tête là parce que et bon, quand l'a pas arrivé joindre décision que le té attend là au bout du compte. Alors l'avocat est important depuis cette phase pour construire la victime pour que sa défense soit bien assurée, pour que son dossier soit bien monté, pour que la victime puisse parvenir à trouver justice. Il conseille la victime sur la manière de bien conserver les éléments de preuve si l'agression est récente pour les besoins de l'enquête. Parce que là, nous voyons que si pas de preuve en matière pénale, si indice n'est pas concordant, n'est pas évident, pas de certitude dans sa cap dia, désolé, ce n'est pas une baguette magique qui va le bon résultat. C'est tout on construit, son construction pour arriver à résultat. Ouais, faut bien chita dossier, bien construire dossier pour arriver vraiment à son besoin. L'avocat et les étapes de la procédure. OK? En face à un système judiciaire adapté. Alors ce matin, j'ai vu des gens qui posaient des questions très sérieuses sur le dysfonctionnement de la justice. Moi, j'ai dit que c'est bon, je ne vais pas parler de manière générale du dysfonctionnement de la justice, mais je parle de l'inadaptation de la justice par rapport à ces cas. Parce que vraiment, il y a quelqu'un qui a parlé, malheureusement, le monsieur est parti. On a beau faire des formations, de sensibilisation. J'ai même dit à quelqu'un, depuis la création de la police, je travaillais pour Miss Civi, je faisais des interventions avec les premières promotions à la DFP au niveau de l'académie de police. C'est vrai, des fois, bon, peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment, ce n'est pas assez institutionnalisé. Et puis, il y a une prise de conscience aussi des droits de l'homme. Parce que si vous dites que vous prenez la formation et que vous devez assumer votre mission et votre mandat, vous devez le bien faire, vous êtes payé, vous avez un mandat pour le faire, il faut l'assumer. Mais maintenant, comme je disais tantôt, c'est une question de choix. Quand on parle qu'il y a manque de moyens, parce que moi-même, mal menant une enquête juste en dehors, dans le sud-est, et puis moi, mal dans le commissariat pour me chercher cas victime de violence sexuelle, et puis, quand il y a ma jeune policier qui a expliqué, et même à motocyclette, il ne va pas arriver côté où tu as annoncé que victime non, victime. Même à moto. Finalement, il a claqué d'elle pour le faire jonction, pour joindre victime non. Et puis, il profil agresseur là, pour qu'on y a, il joue avec juge de paix là, pour entendre un mandat pour alder agresseur. Mais ce n'est pas facile aussi pour les acteurs. Je sais que ce n'est pas facile. Là, on dit pas de moyens. Nous connaissons ça veut dire. Parce que nous-mêmes, moi-même, pas exercer droit. Parce qu'il y a plus de... Depuis 1994, je fini droit. En 1996, je prêté serment. Et puis, mal dans le tribunal, je tellement crié les stagiaires, je me dis, je ne peux pas faire ça. Parce que je tellement arrivé, je suis en désordre, on marché. Surtout dans le tribunal de paix. Bon, puis je ne peux pas dans le tribunal de paix dans le début. Je sais, j'ai besoin d'aller, mais moi-même, je n'ai pas fait ma profession, parce que c'est terrible. Terrible pour acteurs, pas gagné. L'État n'a pas investi vraiment dans le système, non, pour me sentir confortable. Moi-même, si je viens travailler pour vous, bon espace pour travail. Il faut me donner un espace, il faut me donner une condition, il faut me donner un matériel. Je ne ça va le faire. Ce n'est pas facile. Alors, face à un système judiciaire inadapté par crainte de la condamnation sociale, bon nombre de victimes de viol se taisent. Or, parler, c'est protéger de nouvelles victimes. D'où la nécessité d'encadrer, d'accompagner, d'aider, d'assister, de défendre une victime de manière à éviter que d'autres n'en soient victimes aussi. Pour un bon exercice du droit d'accès à la justice de la victime, l'assistance d'un avocat, surtout quelqu'un de spécialisé en violence sexuelle, en dommages corporels, malheureusement en Haïti, quand on parle de spécialisation des avocats, c'est... Bon, on a dégagé nous parce qu'on va ça que nous fait. Mais quand même, nous-mêmes, nous avons chance comme avocat ou juge, etc., qui prend une formation. C'est important, hein? Leur prend une formation, ça, leur brasser dans la rue pour chercher, acheter des livres, acheter des documents pour bien être tout. Ça peut être que nous valoriser. Ou bien nous n'avons pas une expertise qui est certifiée, mais ou bien une compréhension de
de problèmes non de et qui permettent que au cas ouais, fait appel à ou sous. Alors, l'entourage corporel est indispensable tout au long de la procédure, depuis le dépôt de la plainte jusqu'à l'indemnisation de la victime. Il faut arriver jusqu'à la réparation, c'est le rôle de l'avocat de se constituer partie civile pour que la victime puisse être rétablie dans ses droits avec une indemnisation. C'est-à-dire, il exigea des autorités judiciaires compétentes réparation pour sa cliente et la condamnation de l'agresseur. Quoique la condamnation de l'agresseur, bon, c'est aussi condamner l'agresseur, mais avec une dimension civile pécuniaire. Alors, phase du dépôt des plaintes, de la plainte. À cette phase, son rôle consiste à préparer la victime à la police ou voir le juge de paix pour dénoncer son agression, accompagner la victime lors du dépôt de sa plainte ou la représenter si elle ne peut se présenter directement, exiger une enquête soit diligentée. Pour la phase de l'audition et de la confrontation au parquet, l'avocat, son action, d'abord, il faut qu'il instaure une relation de confiance, soutenir et guider la victime. On en a tellement parlé là jusqu'à maintenant. Aider la victime à s'exprimer en lui posant les bonnes questions sur les circonstances et les conséquences de l'infraction. Accompagner la victime en audition et en confrontation et la préparer au mieux afin qu'elle tienne tout au long de la procédure des propos constants et réitérés face à son agresseur. Parce qu'il y a des agresseurs qui nient. Ils nient tout en blanc, c'est pas vrai. Et quand ils vous disent que c'est pas vrai, vous n'avez pas de preuves. Vous ne pouvez pas vraiment prouver ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, demandez que certaines questions soient posées à l'agresseur. Il faut piéger l'agresseur aussi, à travers la manière que vous posez les questions, à travers le contenu de la question, à travers le questionnement. Vous posez la question, vous reformulez à travers des reformulations. En pile fois, qu'on a piégé. Les policiers ont ça bien, des juges d'instruction ont ça bien. Leur reformuler les questions, on bon l'autre qualité bagaille ou dit oh, ça ne concorde pas avec ce que vous venez de dire il y a quelques minutes. Ouais? Voilà. Alors, demandez que certaines questions soient posées à l'agresseur, ceci s'avérera très utile pour les suites de la procédure. Sollicitez auprès de la victime un certain nombre d'éléments qui permettront de corroborer les faits qu'elle évoque. Phase de l'instruction. L'assistance de l'avocat aux côtés de la victime dans le cadre de la procédure s'avère très importante. Ainsi, la victime pourra se constituer partie civile par une plainte adressée au juge d'instruction pour avoir accès au dossier pénal. Parce que une bagaille qui va le faire, avocat, partie civile là, pour bien comprendre ça qui a passé tout, parce que il vient partie au dossier, juge d'instruction a accès à dossier pénal là pour comprendre aussi qui genre dossier a évolué et les tout a fait toute pression nécessaire, il a informé client là pour client là qui a bien imbu de gens a évolué, de gens procédure a évolué, si c'est en faveur, si c'est pas en faveur et comme ça a cherché d'autres éléments de preuve parce que n'oubliez pas que la preuve comment on dit ça? Au demandeur. Elle veut dire, la victime doit au moins, s'il connaît ça qu'on a chercher, qui est-ce qui était qui est-ce qui a cherché comme témoin, qui est-ce qui, vous comprenez? Il y a des éléments qui viennent faire que il t'est échappé pour lui capable au moins argumenter davantage. À ce stade, l'avocat de la victime a un rôle actif à jouer. En effet, il peut faire des demandes d'actes, demandes de confrontation, d'audition de témoins par exemple, et formuler des observations. L'avocat de la victime peut solliciter la désignation d'un expert médecin légiste afin de valider les préjudices de la victime. Tout ça, peut-être un commissaire gouvernement pas jamais prendre temps pour faire toute bagaille ça pour vous et ça fait un pile fois victime nous pas voir ça puis devant, il y a un pile dérive au niveau de la justice pénale parce que le fait que le commissaire là, au niveau du parquet, il y a un manque de moyens, il y a un manque de volonté, il y a toute une banalisation de la chose, tout ça pour faire au parquet. Et puis ça arrivait à victime non qui arrivait par jeune justice. À la phase du jugement, cette phase, l'avocat de la victime est là pour corroborer les faits et soutenir la culpabilité de l'accusé que défend le ministère public. Pas oublier ça, c'est job commissaire gouvernement qui représente l'État parce que c'est au niveau pénal. L'avocat au procès est partie civile afin de mettre toutes les chances du côté de la victime de violences basées sur le genre ou violence sexuelle qui a besoin d'être reconnue comme telle,
de voir son agresseur accusé et condamné et d'obtenir réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis. Merci. Merci, Maître Tassi, pour exposer. D'après l'expérience PAM dans le bureau et puis dans la vie personnelle, moi, remarque que victimes de viol, c'est réparation qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas vraiment besoin de justice. Vraiment. Parce que des fois, ils ont même dit qu'ils n'ont pas besoin d'arrêter les gens, surtout si ils ont un petit ensemble avec eux. Qui, en tant qu'avocat, qui position tu as supposé gagner s'il arrive devant le commissaire du gouvernement et puis l'autre partie a mandat négocier? Oui. L'arrivée devant le commissaire du gouvernement, j'entends dans les premières parties. Oui. L'arrivée devant le commissaire du gouvernement, ensemble avec si on arrêté mon nom. Qu'est-ce que le commissaire du gouvernement a? Attendez question moi pour nous répondre, s'il vous plaît. Oui, et puis l'autre partie a demandé de négocier. Qui ou même ma petite position parce que je ne sais pas déjà dans le cadre de travail moi dans faire enquête sur dossier ça yo. Quelqu'un qui a fait l'expérience comme commissaire du gouvernement. Quelle position tu as supposé gagner en tant que avocat? Quelle position a gagné sur... Et surtout si mon n'a voulu négocier tout. Oui, sous ces avocats mon n'a victime n'a. Ça va faire. Bonsoir tout le monde. En fait, en réalité, le victime n'a pas attitude. Ça est comme s'il désistait de l'action civile que l'était tenté. Nous-mêmes, commissaires, c'est très très difficile pour nous pour procédure la suivre normal. Sauf que la loi lui-même dit que désistement victime n'a pas arrêté court action pénale, d'accord? Mais en principe, c'est un bagage qui est complètement illégal. Nous n'avons pas de provision côté que dans le cas de viol, et victime a juste décidé de faire deal avec l'agresseur. Mais par contre, dans l'autre législation, ça se fait. Par exemple, aux États-Unis, ça fait un pile. Donc, mais dépendamment de gravité et j'en fais, parce que quand il y a des cas, mon tellement consenti blessé psychologiquement et physiquement, il dit que c'est pas forcément réparation civile qui est important pour lui. Il voulait que moun sa yo mette li hors d'état de nuire pour pas jouer une opportunité pour faire l'autre moun sa encore. Et lui-même tout, c'est une satisfaction personnelle que l'a gagné, le fait que le connaît un monde comme ça, il pas en liberté. Donc ça dépend, ça varie dépendamment de circonstances criminelles, personnalité victime et façon que yo encadrer le tout. Alors, faut moi dire qu'on parti comme ça on a exposé qu'a fait vendredi. Les juges de paix et les commissaires sont des maîtres dans la médiation, dans la négociation et dans l'arrangement des affaires. OK? Et c'est des cas nous joignent et c'est depuis tout le temps. Et ben je dis non. Nous sommes en 2002 Mal Jacques Mel dans cadre d'une évaluation tribunal moi t'a fait pour UNICEF. Et puis, je joigne un petit monde qui était arrivé, laisse à boucler, oui, qui était commissaire gouvernement. Et puis, je qui était assisté. Négociation qu'a fait, il y a BF, il y a ceci. Ou, le monde qui fait violer à passer. Après ça, 10 ans plus tard, mal dans la zone, comme mal font leur travail. Moi, je joigne une victime qui était très satisfaite de réparation. Parents, tout est satisfait. Bon, on a parlé de ça parce que c'est la pauvreté et l'ignorance qui fait que si une législation nous dit tel bagaille, et puis nous fait de l'autre bagaille. Nous agissons différemment. OK? Merci. Merci beaucoup. Je pense que je m'arrête là et à vendredi prochain. Merci. Merci, Maître Betty Casti. Parlez et c'est en parlant que vous pourrez protéger d'autres gens. C'est en parlant que nous pouvons éviter d'autres victimes. Au nom du BDH et au nom des participants et participantes à cette session, nous vous disons merci, Maître Betty Casti. Je vous dis bon après-midi et bon retour chez vous, beaucoup de précautions et à jeudi pour poursuivre avec la session de formation. Et faites l'effort d'arriver jeudi et vendredi dès 8h
8h30 au plus tard pour commencer à l'heure. Merci et bonne journée.